Réaliser les gens qui viennent à l'heure. Donc, je me présente, je suis Dr Nawel Aïla, je suis la directrice médicale de GSK Maroc et la responsable du pôle respiratoire de GSK Afrique du Nord. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un point qui est très important, une pathologie aussi qui est une pathologie de santé publique, mais surtout sur le volet comorbidité. L'asthme, comme vous le savez, c'est une pathologie de santé publique dont la prévalence augmente de plus en plus, aussi bien dans les pays développés et surtout dans les pays développés. Mais l'asthme aussi est souvent associé à des comorbidités qui rendent son contrôle encore plus difficile. Le rôle du pharmacien dans l'asthme et la comorbidité est un rôle très important dans la mesure où, c'est le pharmacien est le premier accès de soins pour le patient marocain. Avant d'aller chez le médecin, avant d'aller chez un spécialiste, c'est le pharmacien d'abord. Le pharmacien a un rôle de sensibilisation, un rôle d'attirer l'attention sur le fait qu'un asthme non contrôlé, attention, est-ce que vous avez consulté pour chercher s'il y a de la comorbidité, mais aussi par la suite, dans la prise en charge, c'est aider ce médecin à agir sur les autres facteurs. Donc, avant de passer aux comorbidités, bon, j'espère que c'est ça. Voilà. Donc, on l'a vu, l'asthme, ce sont des chiffres aussi très, très alarmants, dans la mesure où aujourd'hui, l'OMS parle de 300 millions asthmatiques. Mais ce qui est alarmant, c'est les 250 000 morts par an dans le monde. Ce qui est alarmant, c'est que malgré les recommandations, malgré les soins, malgré la diversité dans les traitements, et malgré le fait que même dans des pays développés tels que les États-Unis ou la France, et dans le niveau de soins est assez accessible, on retrouve encore des taux de décès qui sont importants et qui sont liés à l'asthme. En France, on parle de 1500 morts par an et aux États-Unis, le nombre de décès a doublé pour atteindre les 5000 par an. Alors, si on voit ce nombre de décès liés à l'asthme, dans des pays avec des niveaux de soins très élaborés, une accessibilité aussi qui est meilleure, ou disons les meilleurs pays en matière d'accessibilité, surtout la France. Qu'en est-il de notre pays? Malheureusement, nous n'avons pas de chiffres, parce que souvent, on ne lit pas le décès à l'asthme, donc on n'a pas de chiffres vraiment qui vont nous refléter le niveau de mortalité qui est lié à l'asthme. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a encore tant de mortalité alors qu'il y a les recommandations, il y a les traitements? Plusieurs facteurs, notamment il y a le patient, l'observance, parce que jusqu'à aujourd'hui, et ça vous le savez, vous le voyez, le patient asthmatique ne considère pas sa pathologie comme étant une pathologie chronique. Il va la traiter avec un traitement aigu, le salbutamol, la ventoline, donc c'est ça le traitement pour lui de l'asthme. Il ne va pas considérer qu'il a un traitement de fond à prendre. Il y a aussi l'observance, il y a l'éducation, est-ce qu'il sait utiliser les dispositifs, est-ce qu'il sait prendre son traitement comme il faut. Il y a aussi, est-ce que le praticien, en quelque sorte, est assez sensible sur le niveau de contrôle. Tout cela, ce sont des facteurs qui interviennent dans les niveaux de contrôle. Et parmi les points qui ont été relatés et reportés dans le monde, d'ailleurs pas seulement dans le pays, c'est le fait que le patient a tendance à sous-estimer son niveau de contrôle, enfin, à surestimer son niveau de contrôle, à sous-estimer les symptômes, parce qu'il les banalise, parce qu'il s'habitue. Là, ce sont plusieurs études qui ont été faites dans le monde. Je ne sais pas le pointeur. Oh, c'est pas grave. Voilà. Dans le monde, il y a eu plusieurs études qui se sont intéressées à comparer comment le patient évalue son niveau de contrôle et comment est le niveau de contrôle réellement quand on l'évalue avec un questionnaire et des questions qui sont vraiment validées et standards. Et qu'est-ce qui est sorti? Il y en a plusieurs, mais par exemple, dans cette étude, on prend la même cohorte de patients, كيمشي الميدسان ديالو اول حاجه كيقول له كي دايره الدقه ديالك comment va votre asthme? Il dit oui, je vais bien moyennement ou je vais pas du tout bien, c'était ça, je vais bien moyennement ou là pas du tout. Et le même patient va passer et va remplir un questionnaire, combien de fois tu t'es réveillé la nuit, combien de fois tu as utilisé ton bronchodilatateur de secours, combien de fois tu n'as pas pu faire des activités à cause de l'asthme. Et on a comparé les réponses.
Et ce qui est sorti, c'est que par exemple, au moment où 96% des asthmatiques disaient à la question comment va votre asthme, ils disaient je vais bien, seulement 28% étaient contrôlés quand ils remplissent les questionnaires. Ce qui fait que c'est vraiment énorme, c'est un grand décalage. 96% estiment qu'ils sont contrôlés, alors que réellement, seulement 28% le sont. D'autres études ont démontré la même chose. D'un autre côté, quand on pose la question à l'asthmatique, est-ce que votre asthme vous gêne dans votre vie quotidienne, et bien 90% estiment que c'est un vrai handicap. C'est un handicap dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que 55% rapportent se réveiller la nuit à cause de leur asthme. 46% limitation d'activité, surtout la tranche d'âge des enfants et adolescents, qui sont à cause de l'asthme confinés à rester dans les bancs, à qui on va venir chez le médecin lui demander une dispense, parce qu'il ne peut pas faire l'activité physique, alors que c'est le contraire qui devrait être. Et ça gêne non seulement sur le plan activité physique à ce moment-là, surtout l'enfant, et ça le limite même dans son développement personnel en quelque sorte, puisque c'est un enfant stigmatisé, qui est limité et qui va rester, il ne fait pas le sport parce qu'il est asthmatique, stigmatisé en quelque sorte. Il y a aussi les 20% d'absentéisme à cause de l'asthme, aussi bien professionnel que scolaire, et 25% vont consulter aux urgences pour des crises d'asthme sévères. Tout ça fait que l'asthme est une pathologie qui, quand elle est fortement liée à la mortalité, c'est un fait, mais qui a aussi un grand impact sur la qualité de vie, dans la mesure où 90% estiment que c'est un handicap et que c'est un handicap au quotidien. Donc pourquoi on va contrôler l'asthme? Le contrôle, c'est ce qui revient actuellement dans les recommandations. Le mot d'ordre dans la prise en charge de l'asthme, ce n'est plus... c'est-à-dire même la classification des patients asthmatiques, on ne les classifie plus en asthme léger, asthme persistant, asthme modéré. Asthme contrôlé, moyennement contrôlé, non contrôlé. Ce qui soit persistant ou intermittent, là, il faut qu'il soit contrôlé. Et donc... le contrôle, pourquoi? Parce que d'abord ça a un impact négatif sur la qualité de vie, on l'a vu. Parce que aussi c'est une mortalité, on l'a vu aussi. C'est une mortalité qui, certes, elle est en réduction depuis l'avènement des molécules, mais surtout aussi avec l'accessibilité, la multiplication des molécules et aussi la formation aussi des praticiens. Mais c'est une mortalité qui existe encore. Et puis les recommandations pour contrôler l'asthme, parle de deux objectifs. Dans le contrôle de l'asthme, un patient asthmatique, le médecin, quand il prescrit un traitement, il a deux objectifs. Contrôler tout de suite ses symptômes. Donc ça, c'est ses symptômes, pour qu'il puisse dormir comme il faut, le lendemain, faire son sport. Les asthmatiques, c'est ça leur problème. Donc d'abord, contrôler ses symptômes. Le médecin va prescrire un traitement de fond. Et vous le savez, le traitement de fond, ça commence par une corticothérapie inhalée. Félix Soutiedo et ses collègues. Donc, c'est d'abord la corticothérapie inhalée à faible dose. Le patient il est contrôlé au bout de 3 mois avec sa corticothérapie inhalée. Le médecin va le revoir. S'il continue à ne pas avoir de symptômes, on va voir... voilà. Comment on se dit, ce sont 4 questions que vous-même vous pouvez poser à votre patient et que lui-même peut apprendre. 4 questions pour que le patient sache est-ce qu'il est contrôlé ou non. Est-ce qu'il a des symptômes transitoires pendant la journée? Pendant la journée, كتحس برصدرك مزير كتنهج وديك ديال كتجيك ضيقه صدرك est-ce que pendant la journée ça s'est survenu plus de 2 fois par semaine? كنسولوه واش الشهر اللي فات هاد الشهر 4 سيمانات اللي فاتوا شحال من مره حسيتي ان تزير عليك صدرك وجاتك النهجه وبقات النفس كتطلع غير كتخرج غير بزز شحال من مره الا كان اكثر من 2 مرات في السيمانه اون دي وي كونكوش وي شحال من مره au cours du mois dernier فقتي à cause de tes symptômes d'asthme حيت effectivement داك الصباح كتفيق كتلقى راسك قطعت لك النفس ou là, قبل ما ينعس, sa respiration est très sibilante, مصفرة, الكحبة ناشفة, ou la respiration dyspnéique est difficile. Combien de fois tu as eu, ou là, est-ce que tu as eu pendant le mois dernier des réveils la nuit à cause de l'asthme? Oui, non.
شحال من مره استعملتي السالبوتامول ديالك شحال من مره استعملتي لا فونتولين ديالك في هذا الشهر اللي فات الا كان اكثر من 2 مرات في السيمانه كنديروا وي واش الدقه ديالك ما خلاتكش ليميتي لي زاكتيفيتي ديالك الا كان كيتمشى بحال دابا باش يمشي ليكول اولا باش يمشي لخدمته مابقاش يقدر طلع الدروج مابقاش كيقدر واش اكوز دو سيت ازم il y a eu limitation d'activité oui non donc quatre questions très simples هادو سي لي ريكومونداسيون د جينا الا كان aucun oui il est bien contrôlé il a qu'un 1 à 2 oui il est partiellement contrôlé on va voir pourquoi le médecin devrait voir pourquoi il est partiellement contrôlé ou la can 3 à 4 donc 3 à 4 oui pour ces questions c'est qu'il n'est pas du tout contrôlé et qu'il y a un problème il faut revoir واش كياخذ الدواء ديالو ولا ما كياخذوش هادو ce sont des questions pour vous vraiment évaluer son état ses symptômes aujourd'hui il y a un autre niveau d'évaluation que souvent on oublie effectivement il peut être contrôlé ce patient aujourd'hui il n'a aucun oui ولكن par exemple, à la base, le médecin qui a le VMS très faible, inférieur à 60. C'est un patient qui est à haut risque de faire une exacerbation. C'est-à-dire même quand on trouve qu'il a ces symptômes qui sont contrôlés, ما خصوش يوقف. حيت باش شنو واش كيدير؟ خدا الدواء ديالو قال له الطبيب غتاخذو 3 شهور ونرجع نشوفك. Au bout de 1 mois et demi, il va être rigoureux, il va prendre son traitement, il va suivre les mesures génodiététiques, il va être contrôlé. انا ما بقيتش كنحس بلي سيمبطوم هادشي انا ما بقات عندي لا نهجه لا والو صافي بلا ما نعاود ناخذ واحد اخر نو parce que d'abord c'est au moins 3 mois mais aussi parce que il y a d'autres facteurs qu'il faut évaluer avant d'arrêter et c'est ce qui arrive à beaucoup d'asthmatiques ils se sentent bien ils arrêtent leur traitement de fond كيبقى حاطره على الفونتولين et ce qui fait que il va se sentir bien ما غاديش تجي la crise ديك الساعات mais par exemple dès qu'il y a un refroidissement dès qu'il y a un stress il va faire une crise, une exacerbation. Ce sont les facteurs de risque d'évolution négative de l'asthme, c'est-à-dire c'est ce qui va exposer ce patient à faire une crise sévère, une exacerbation. Il est هذا المريض ذاك العام وقعت له une exacerbation اللي وصلته les urgences ou là il a été intubé, c'est un asthme qui est à risque. C'est-à-dire que même s'il est contrôlé, je ne vais pas m'amuser à lui conseiller d'arrêter son traitement ou là même c'est-à-dire le pneumo ne va pas lui réduire les doses parce qu'il est à risque. غنخليه في التقار ياخذ داك التريتمون ديالو à double dose parce que c'est un patient qui peut-être dès que la saison pollinique تكون il va faire une exacerbation qui peut être des fois fatale. حيت يقدر يكون contrôlé كتجيه داك la crise d'exacerbation qui peut le tuer. Donc, ce sont les critères d'évaluation. Vous les trouvez, c'est disponible, c'est sur les sites de GINA. GINA, c'est l'instance mondiale de recommandation autour de la prise en charge de l'asthme. Donc, juste pour récapituler, 2 niveaux d'évaluation du contrôle. À court terme, quand je chauffe les symptômes dialo, quand je vous les questions, à les faites. À moyen et long terme, on pose des questions sur est-ce que c'est un patient qui est à risque. Disons, est-ce qu'il est plus exposé à faire des exacerbations? Et c'est pour cela qu'on va surtout lui conseiller de maintenir son traitement. واخا ما تحسش براسك كتنهج واخا كلشي مزيان خلي الدواء ديالك خصك تبقى تاخذو واخا الطبيب حيت هو كيمشي عند الطبيب كيقول له الطبيب لا كمل كيرجع كيقول لك انا ما بقيت ما عنديش النهجه ما بقيتش كنزوي كنعس مزيان دونك علاش غنبقى ناخذ باغ اكزومبل الكورتيكويد بلاش. Non, il faut surtout lui conseiller de garder son traitement parce qu'on l'a vu, il y a des facteurs d'exacerbation qui font qu'on peut ne pas changer le traitement. Bon, là, il y a les 4 questions que je vous ai montrées, mais il y a aussi des tests. Des tests, et le GINA recommande fortement aux patients, aux médecins, aux pharmaciens d'utiliser ces tests de contrôle. On a vraiment une idée concrète, mais une perception. Quand le patient va commencer à remplir les questions, il va se souvenir, il va essayer de se souvenir. Nous, l'ACT, l'Asthma Control Test, c'est un questionnaire qui a été élaboré par GSK, validé par GINA, recommandé, utilisé depuis longtemps, qui est utilisé même dans des études cliniques et qui est aussi traduit en arabe, qui permet au patient, quand il est éduqué, de pouvoir évaluer son niveau de contrôle, mais aussi aux médecins, aux pharmaciens, de remplir ce test. Ça prend même pas 2 minutes. Et pareil, on retrouve les mêmes questions que tout à l'heure GINA. Ce sont 5 niveaux de contrôle si on veut, tout le temps, la plupart du temps, quelquefois, rarement et jamais. Donc c'est des tests qui sont disponibles
que vous pouvez remplir avec vos patients et ça permet de dire quand le score est inférieur à 20, c'est que probablement ce patient n'est pas contrôlé. Donc, par exemple, je prends un exemple, au cours des 4 dernières semaines, est-ce que واش كانت فيك السخفة؟ يقول لك اكثر من مره من 4 مرات في النهار، مره في النهار، 3 حتى 4 مرات في السيمانه ولا مره حتى 2 مرات في السيمانه او لا jamais. Donc ça dépend de la réponse, ça sera soit 2 points, soit 4 points par exemple, il va dire 4 points ici. Là aussi ça dépend de la réponse, on a 4 points. هنا 5, هنا 5, ça nous fait 18 points. Ça veut dire que ce patient est vraiment a de forts risques de ne pas être contrôlé. Donc, on revient à notre thème qui est la comorbidité. Donc, l'asthme tout court, l'asthme seul est une pathologie difficile à prendre en charge. Vous le savez parce que c'est le patient, nous-mêmes, nous sommes des patients, nous traitons les symptômes. Quand une maladie ne parle pas, on ne la traite pas. Il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle nous dérange. Vraiment, on va aller courir chez le dentiste, on va le chercher en urgence, mais dès que l'urgence passe, on pourra même ne pas continuer les soins. Donc l'asthme, c'est pareil. L'asthme, chez nous, dans les pays développés, c'est le cas de tous les patients à pathologie chronique, le patient va traiter ses symptômes. Et les symptômes du patient, c'est souvent une exacerbation. Donc c'est des traitements en urgence, en catastrophe. Il va oublier, il va arrêter de prendre son traitement de fond. Et comme vous le savez, c'est la corticothérapie inhalée. Il y a vraiment la pierre angulaire du traitement de l'asthme, parce que l'asthme, c'est une inflammation chronique. Il faut prendre le corticoïde inhalé. Donc ça, c'est d'abord la première chose. C'est qu'il a gagné vraiment une grande distance sur la prise en charge. Il a fait que l'inflammation, عنده التهاب، عنده inflammation في الجعاب ديالو، وكذاك l'inflammation ما كتحيدش، خصو ياخذ الدواء ديالو minimum واحد 6 شهور عام et après on va évaluer. Il y a aujourd'hui des asthmatiques qui sont athlètes et des asthmatiques qui sont présidents de nation et des asthmatiques chanteurs mais qui sont contrôlés. Sauf qu'il faut vraiment qu'ils prennent son traitement suffisamment. On peut se passer de la corticothérapie. On régresse la dose, on fait la ventoline ou le salbutamol au besoin. Le malade, c'est le contraire. Pour lui, il y a une rupture. Ou la ventoline, ça y est, il voit la mort imminente. Or, c'est vraiment le traitement de secours. Ce n'est pas le traitement de fond. Le traitement de fond, c'est la corticothérapie inhalée. C'est la première chose à ce que le malade doit se mettre dans la tête. Alors, quand on vient aux comorbidités, donc il y a un asthmatique tout court, mais avec l'asthme, il y a les facteurs prédisposants, l'hérédité, la génétique, est-ce qu'il est atopique, donc il est prédisposé à faire un asthme. Il y a les facteurs favorisants, le tabagisme maternel, les mamans qui fument, les mamans qui sont exposées, enfin les mamans enceintes qui sont exposées à un tabagisme passif, c'est un facteur réel, prouvé, documenté de risque d'asthme chez l'enfant. Donc il y a aussi des facteurs qu'on appelle aggravants, c'est-à-dire que c'est un patient asthmatique, normalement bien contrôlé avec son traitement, mais le fait qu'il y ait des facteurs aggravants, ils vont rendre la prise en charge plus difficile, ou là ils vont l'exposer à une exacerbation. Hormonaux. Une jeune femme peut être très bien équilibrée, elle se marie, elle est enceinte, un déséquilibre, exactement, on va voir, elle va faire plus d'exacerbations et son niveau de contrôle va laisser à désirer. Donc, ça prendre en considération. Psychologique, il y en a en période d'examen, de deuil, de divorce, le patient ou la patiente équilibrée, mais le fait qu'il soit en environnement stressant ou psychologiquement qui va l'affecter, ça donne une exacerbation, il peut faire une crise d'asthme sévère. Il y a le reflux gastro-œsophagien, surtout c'est un facteur déjà en quelque sorte favorisant chez les nouveau-nés. Beaucoup de reflux, le reflux va exposer le nouveau-né à faire un asthme, surtout s'il n'est pas traité. Pourquoi c'est très 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 important que la maman traite le reflux, les anti-reflux, les mesures géodétiques. Il faut absolument qu'elle soit sensibilisée, que c'est un élément important
parce que là aussi, le reflux, qu'est-ce qu'il fait? Il va former un lit d'inflammation à cause de ces bronchites à répétition que le nourrisson a à cause de son reflux. Le poids, l'obésité. L'asthmatique obèse est un phénotype à part parce qu'il est très difficile à contrôler. Et on va le voir que l'un favorise l'autre. Donc il y a le tabac. Bon, le tabac, c'est une comorbidité qui, quand elle s'ajoute à presque toutes les pathologies, elle va quadrupler, même des fois x5, le risque de la pathologie. Alors, quand j'ai parlé de l'atopie, ça peut être la rhinite allergique. Il y a les médicaments, les intolérances telles que les aspirines. Il y a des asthmatiques intolérants aux AINS, à l'aspirine, il faut faire attention. Il y a le risque aggravant, c'est les infections, c'est ce qui arrive actuellement. Maintenant, on a de la période, je pense que vous en voyez beaucoup, avec les grippes, avec les bronchites, ce sont des infections qui favorisent ou déséquilibrent l'asthme et exposent à une exacerbation. Et donc, si on parle de la rhinite allergique, par exemple, la rhinite allergique, c'est une cousine. Et l'asthme, ce sont des cousins. C'est une inflammation des voies aériennes supérieures et l'asthme, c'est une inflammation des voies aériennes inférieures. C'est le même mécanisme, c'est juste les situations. Il y a le premier étage, le rez-de-chaussée. Donc, ils sont cousins, ils sont fortement liés. Et à votre avis, quel est le pourcentage de lien, c'est-à-dire entre l'asthme et la rhinite allergique? Chez les asthmatiques, شحال من asthmatique عندهم une rhinite allergique, à votre avis? Par exemple, chez vos patients, là, شحال من asthmatique? 30%, 60%, 80%. 80% des asthmatiques ont une rhinite allergique. 80%. Parce que c'est la même cause en quelque sorte. Donc les facteurs favorisants, les facteurs qui déclenchent l'inflammation l'appareil respiratoire inférieur, c'est le même qui va le faire dans la... Vous avez raison, ce n'est pas très apparent. Pourquoi? Parce que tout simplement, le patient n'y pense pas. Parce que tout simplement, il est tellement inquiet, bien sûr dramatisé à cause de l'asthme. Et l'asthme, c'est quelque chose qui est stigmatisé, c'est la mort pour lui, que la rhinite allergique passe inaperçue. C'est l'œil rouge, les démangeaisons, picotement, l'obstruction nasale, le nez qui coule. Et souvent, il va lier ça à son asthme. Souvent, il va penser que ce n'est pas une rhinite allergique, mais que c'est son début d'asthme. Quel est l'intérêt, par exemple, de parler de la rhinite allergique en association avec l'asthme? Dans la population générale, asthmatique ou pas, 20 à 25% de rhinite allergique. Et l'OMS et l'ARIA parlent que dans 2020 ou 2025, il y a 50% de rhinite allergique. Tellement l'environnement, la pollution, voilà, les éléments sensibilisants, l'alimentation, les additifs, le stress aussi, tout ça va contribuer à l'augmentation de la prévalence. Et vous l'avez dit, seulement 47% des rhinites allergiques sont diagnostiques. Il y en a 47%, le patient va banaliser. La rhinite allergique est souvent très banalisée. Tant mieux parce que ce n'est pas une pathologie qui va exposer le malade à une mortalité. Mais elle altère énormément la qualité de vie là aussi. Chez un patient qui n'est pas asthmatique, c'est des nuits sans sommeil, c'est de l'absentéisme, c'est un retard scolaire, c'est des coups. Chez l'asthmatique, c'est encore plus important et plus grave parce qu'une rhinite asthmatique non contrôlée peut évoluer vers l'asthme. On ne sait pas encore les liens, ils ne sont pas prouvés, mais ils sont fortement corrélés. Mais aussi une rhinite allergique non traitée va entraîner un non-contrôle de l'asthme. C'est-à-dire qu'il y a un traitement dialogue. Ou qu'il y a la rhinite et il ne la traite pas, et son asthme va exiger plus de thérapeutique. S'il a une rhinite qui laisse traîner, il va faire des exacerbations plus souvent. Et il va être plus difficilement contrôlable. C'est pour ça que, en tout cas, l'asthme et la rhinite, c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, 300 millions d'asthme, 400 millions de rhinites allergiques, et donc 750 millions d'allergies cutanées et digestives dans le monde. Elle retentit largement sur la qualité de vie et ils cohabitent souvent. C'est ce qu'on a dit, ce sont les deux voies aériennes, c'est un seul appareil et donc ils sont souvent associés et il faut vraiment sensibiliser le patient sur le traitement de sa rhinite allergique
parce qu'elle passe à côté. Ou surtout, Allah يسلعوا دابا هو كيجي avec une ordonnance. Souvent, تلقى l'ordonnance فيها corticoïde intranasal, corticoïde inhalé, antihistaminique. يقدر ياخذ l'association كاع كيبدا كيقول شنو الحاجه اللي نقدر ما ناخذش. اول حاجه غتبان لك الانتيستامينيك علاش منه. هذا راك غتاخذ الكورتيكويد انالي. Ce n'est pas vrai, c'est pas la même chose. Et c'est très important, c'est-à-dire on le sensibilise qu'il faut qu'il le prenne. Parce que c'est ça qui va permettre d'équilibrer son asthme. Alors, tant que sa rhinite allergique n'est pas équilibrée, son asthme ne le sera pas. C'est vraiment, ça a été vraiment prouvé et on le retrouve dans les études et dans les recommandations. La rhinite allergique, c'est une pathologie banale. Même si elle dérange, les gens qui sont rhinitiques, c'est un vrai impact sur la qualité de vie. Il arrive qu'en salle, il y a quelqu'un qui a une rhinite, et voilà, il est dérangeant même pour les autres, sa respiration, il ne dort pas bien la nuit. Et le lendemain, c'est de la somnolence, il ne part pas au boulot. Alors que le traitement est simple, il est chronique et il est simple. Ben, ça dépend. Si elle est saisonnière, c'est pendant la saison. Par exemple, il y a quelqu'un معروف انه il va faire la rhinite allergique في la période par exemple ديال الطيح ديال الزيتون او c'est un mois avant, il va démarrer avec ses antihistaminiques. Un antihistaminique, un comprimé le soir. المهم يكونوا de nouvelle génération باش ما تكونش la somnolence et une corticothérapie intranasale. C'est le traitement le plus efficace. Voilà. Alors, la saison, au moins 3 mois. Au moins. Mais on ne va pas attendre qu'elle s'installe. Voilà. Et au moins 3 mois. Quand c'est saisonnier. Il y a des rhinitiques allergiques qui prennent pendant 1 année. Au moins 3 mois. Oui. Est-ce que ça peut poser des vertiges? Parce que j'ai vu un cas comme ça. Une dame qui faisait des vertiges et des délivrettes. Et ils ont beau chercher. Et en fin de compte, ils ont trouvé Fait que c'était la rhinite. C'était une rhinite allergique. Ils n'en avaient pas douté au début. Parce que ça posait des vertiges. Le médecin n'est pas allé directement. Ça doit être une rhinosinusite allergique. Et c'est fréquent aussi. Et donc, quand il y a une rhinosinusite allergique, c'est tout le système, c'est tout le circuit d'aération de l'oreille qui est touché. Et ce qui fait qu'il y a les troubles d'équilibre. Et c'est ce qui va donner le vertige. Et souvent aussi, les vertiges, on ne trouve même pas de cause. Parce que c'est la maladie de Meunière, donc on ne trouve même pas. Donc, ce qui fait qu'on cherche. Des fois, c'est une sinusite infectieuse qui peut donner des vertiges. Une sinusite infectieuse. Et c'est vraiment le traitement antibiotique corticoïde qui règle le problème. Ce n'est pas les antivertigineux. Il y a l'autre pathologie, ça peut être, et c'est fortement lié comme cause, qui est l'allergie. Ça peut être juste une otite allergique, dès le conduit auditif externe. Et ça donne des vertiges. Ça peut être aussi, comme vous avez dit, la rhinosinusite. Et ça peut donner, parce que c'est toute l'aération de l'oreille, et donc de l'oreille interne, et c'est ce qui rentre dans le cadre des troubles de l'équilibre. Donc là, votre rôle, c'est vraiment le sensibiliser, comme je l'ai dit, surtout quand il y a une ordonnance ou que c'est qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il ne prend pas. Essayez de le sensibiliser au maximum, de prendre, si le médecin a prescrit un traitement de la rhinite allergique, c'est important chez un asthmatique. Autant ce n'est que la qualité de vie pour le non-asthmatique, mais pour l'asthmatique, c'est aussi sa vie, parce que c'est quelque chose qui va améliorer la prise en charge et le contrôle de son asthme. Donc, comme j'ai dit, la corticothérapie intranasale, c'est un traitement très efficace pour la rhinite allergique. Très efficace. Ou d'abord, les génériques, même sur le plan accessibilité, c'est quelque chose que le patient doit faire l'effort pour prendre son traitement. Et souvent, ce que vous constatez, c'est que c'est chez vous que le qui est très كنمشيو للبيرو الطابا نغشارجيو ايلوي ونغشارجيو ولكن كنمشيو لافارماسي كيبقى التريال صعيب كتجينا سي كولتوريل كتجيك صعيب انك tu vas dépenser de l'argent pour ta santé mais par contre je vais dépenser de l'argent pour un luxe pour une oisiveté pour عراضه جاي عندي الناس خصني نمشي غادي ناخذ لي فروي تو ميم زعما جو بارل ميم دي جون نيسيسيتو تري دور كيجي حتى لا فارماسي ويبدا بغيت تشطر
Et donc, vraiment, par rapport à ce point, c'est un point capital. Quand il a un traitement de rhinite allergique associé à son traitement d'asthme, il faut qu'il le prenne. Il a qu'un choix. Il a qu'un choix à faire entre les molécules. عوض l'antihistaminique ياخذ الكورتيكويد intranasal. Il a كانوا بجوج ياخذ au moins le corticoïde intranasal. Il a qu'un choix à faire, mais il doit le prendre. وما يخافش منه. Bon, ça on en a parlé. Donc l'éviction, bon, parmi ces évictions d'allergènes, il y a aussi, peut-être qu'il va vous poser la question, par rapport au traitement de la rhinite allergique, la désensibilisation ou l'immunothérapie, cet allergène que vous avez, c'est le vrai traitement de la rhinite allergique. Pourvu qu'il y ait pas plus que 2 allergènes identifiés. C'est-à-dire qu'on aurait 2 allergènes, dans les tests cutanés ou les tests biologiques, et on sait que ce qui déclenche la rhinite allergique chez ce patient, c'est par exemple les acariens ou c'est par exemple les blattes. Et on va démarrer la désensibilisation. C'est coûteux, bien sûr, ça dure 3 à 5 ans. Et maintenant, il y a Canourer sous-cutané, maintenant, ou même par voie orale, sublinguale, c'est le traitement curatif de la rhinite allergique, comme je l'ai dit, pourvu qu'il y ait 2 jusqu'à 3 allergènes. Là, c'est de la peine perdue, parce qu'on ne peut pas traiter plus que 2 allergènes, donc c'est le traitement. C'est aussi le traitement qui est proposé chez les patients asthmatiques avec rhinite allergique ou qui sont contrôlés. Donc, il a déjà sous le cours. L'immunothérapie, oui, c'est un traitement, c'est réel, c'est prouvé. Sauf qu'il faut vraiment derrière les tests cutanés, derrière les tests biologiques, où le médecin lui a expliqué les allergènes, et il faut lui expliquer aussi, le sensibiliser, que c'est un processus qui prend du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être résolu au bout d'un mois, ou ça prend du temps. Donc, 5 ans, exactement. Donc, il faut maintenir. Et souvent, le patient radibdan, on va dire غادي يمشي باسكو va être un peu soulagé غادي يدوز 4 سنين 5 سنين غادي يمشي عند واحد اخر غايقول له بديت l'immunothérapie mais elle a échoué. Non, c'est pas ça. Et l'immunothérapie ou la désensibilisation, c'est le vrai traitement de la rhinite allergique. Autant les médecins ou même les recommandations sont très très frileux quand il s'agit d'asthmatique. Le risque c'est d'exposer cet asthmatique à une exacerbation qui peut être fatale. On est en train de lui injecter des allergènes à faible dose, enfin, de lui donner. Par contre, dans la rhinite allergique, c'est recommandé. C'est recommandé. Le tabac. Le tabac. Le tabac, on l'a vu, ça peut être un facteur favorisant, aussi bien actif chez la maman, donc la femme quand elle est enceinte, que passif, il est quand elle est enceinte. Mais aussi, c'est un facteur, c'est une association dangereuse. Plusieurs études se sont penchées sur le lien entre tabac et asthme, les niveaux de contrôle, et bien sûr, toutes ont conclu que chez l'asthmatique, fumer va augmenter l'inflammation, va réduire la sensibilité aux corticoïdes, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus de doses pour pouvoir le contrôler, et aussi que les symptômes de l'asthme vont être altérés. ما غاديش يبقى يحس la même acuité la crise d'asthme qui est donc les symptômes qui vont banaliser et c'est ce qui va l'exposer vraiment à faire une exacerbation sévère. Donc le tabac, c'est plusieurs facteurs. أول حاجة كنقولوا j'en suis certaine أي واحد غادي يشوف واحد فيه الضيقة يقول له est-ce que vous fumez يقول الضيقة والقارورة ما يمكنش. Mais ça n'empêche pas que les gens... Il y a même vous allez avoir des patients qui vont vous dire non, moi la cigarette améliore mon asthme. Surtout les adolescents. La cigarette بالعكس. علاش؟ Parce que la perception des symptômes, elle est diminuée. كيحس بحال أنا ما بقاش كيتزير. Alors que c'est juste les niveaux de perception qui changent. Là aussi, c'est une étude qui s'est intéressée sur le fait est-ce qu'être asthmatique pourrait réduire le taux de tabagisme. Non. On a beau être asthmatique ou non asthmatique, c'est pareil. 52% sont tabagiques et chez les non asthmatiques, 48,9% sont tabagiques. Donc c'est le même attrait pour le tabac parce que c'est une puissante dépendance et que l'asthme
effectivement, c'est des intervalles libres. Donc, ce qui fait que dans les intervalles libres, c'est une personne normale qui va être tentée par la cigarette et va l'essayer. Par contre, là, les études, ce sont les études qui ont démontré, et ça, c'est vraiment des graphes que devraient avoir aussi les médecins quand ils veulent faire de la sensibilisation pour l'arrêt du tabac. C'est très parlant. D'abord, c'est la courbe, on le sait. La fonction respiratoire d'Yenna, ou tous les organes d'Yenna, leur fonction qui va décroître avec l'âge. حتى كنوصلوا للاج اللي مكتب لنا الله غنموتوا فيه اللي كبر كاع راه كيسالي avec une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque. لأن ce sont des organes comme toutes les machines qui ont une durée de vie ومحدوم هما ماشين وحنا la fonction respiratoire les fonctions organiques sont en train de s'altérer. Maintenant, c'est comme votre voiture. تهليتوا فيها داك الموتور داك le vidange quand il faut. Mon mari me dit, toi, les femmes, vous vous concentrez sur les lavages, mais pas sur les vidanges. Or, le moteur est plus important que les coussins. Alors, c'est pareil. La personne lave ses organes, donc la fonction, je vais la maintenir jusqu'à un âge qui est 70 عام كتلقى اللي كتقول لك عنده 80 عام وتبارك الله عليه صحيح même en cardiologie كديروا لي كوكور كيقول له عندك العروق ديال un jeune. Alors que quelqu'un d'autre qui va se mettre à fumer à l'âge de 20 ans, qui va être dans les excès en matière d'alimentation et tout, et ben c'est quelqu'un qui est en train d'altérer justement sa machine. Et ce qui fait que sa machine elle va rendre l'âme avant. Et au lieu لأن باقي الأجل ديالو راه غادي يبقى حي ولكن غيبقى avec les comorbidités, avec le diabète, avec l'HTA, avec justement l'insuffisance respiratoire. Alors pour parler du poumon, c'est la même chose. Il y a une fonction respiratoire qui va dégrader avec l'âge. Ce sont ceux qui n'ont jamais fumé. Il y a une perte avec l'âge de manière à ce qu'à 40 ans, on est encore vraiment à 3,4, c'est-à-dire de déperdition par litre. À 40 ans, مازال la fonction respiratoire. Là, ce sont des gens qui ont fumé. Ils sont en train de fumer, c'est les triangulaires. Et donc, on voit que la dégradation s'accélère. Là, ce sont des gens qui fument encore. Qui ont fumé, mais moins de 15 paquets par an, 15 paquets année, plus de 15 paquets année. Et là, ce sont les gens qui fument encore. Ça, c'est la fonction respiratoire, c'est le déclin qui est plus rapide de la fonction respiratoire chez les patients qui fument. Ce sont des patients indemnes, ce ne sont pas des asthmatiques. Alors l'asthme lui-même est un facteur qui entraîne un déclin de la fonction respiratoire parce qu'il y a de l'inflammation dans les bronches et donc la fonction respiratoire, elle se dégrade. Et moins on a d'exacerbation, moins la fonction respiratoire ou plus lentement la fonction respiratoire va se dégrader. Donc on a l'asthme qui est une maladie génétique c'est vraiment un peu c'est comme quelqu'un qui veut lui-même se donner la mort. C'est du suicide à feu doux. Autre graphe qui est aussi très important, très parlant et que normalement aussi là le médecin doit l'utiliser, c'est quand on lui parle cet asthmatique qu'on a été au traitement. Et on va montrer là, par exemple, l'étude, elle a comparé versus le placebo l'impact de la corticothérapie inhalée chez les non-fumeurs, asthmatiques non-fumeurs, ou chez les asthmatiques fumeurs. Comme vous le voyez, là c'est le placebo, il ne prend rien, et là il prend de la corticothérapie inhalée, et on a une amélioration de 27 litres par minute de la fonction respiratoire chez les non-fumeurs. Au moment où le même dosage, pendant la même période, on va se réduire on va avoir moins 5 litres par minute. C'est-à-dire, justement, c'est ce qui a permis de conclure, et plusieurs autres études, que le tabagisme entraîne une corticorésistance, et ce qui fait que l'asthmatique qui fume va avoir besoin de plus de doses de corticoïdes, donc plus de corticoïdes inhalés. Alors, bonjour les effets secondaires à long terme, mais aussi ça coûte, ce n'est pas quelque chose qui ne coûte pas. Donc le tabac, des fois on a l'impression que c'est une discussion stérile avec les tabagiques. Et les gens qui ont des tabagiques dans l'entourage ou proches, on a l'impression que parce qu'ils sont vraiment. Mais n'arrêtons pas, parce que c'est très 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 important, surtout chez l'asthmatique, n'arrêtons pas à sensibiliser. Il ne faut pas traiter le tabagisme avec des antidépresseurs.
Parfait, tout à fait, tout à fait. On a des consultations antitabagiques que font aujourd'hui les pneumos. Il y a aussi les centres de désintoxication, mais très peu de tabagiques réussissent au centre de désintoxication. Il y a deux centres au Maghreb. Les pneumos font des consultations anti-tabac et c'est des consultations où ils vont prescrire les patchs. Il y a des produits, pas forcément des antidépresseurs, mais des produits pour l'arrêt du tabac. Et c'est aussi les séances les séances de psychothérapie comportementale pour trouver quelle est la cause. L'addiction, elle est psychologique, elle est nicotinique. Mais il faut de la volonté d'abord. Il faut que ce patient veuille arrêter. Mais conscient qu'il veut arrêter de fumer. Il y a des consultations pour ça. Alors la cigarette électronique, il n'y a pas assez de recul, mais de toute manière, les études ont démontré qu'elle était, pas sur l'asthme, qu'elle était pareille. L'effet néfaste est pareil chez l'asthmatique. L'effet sur le long terme et l'effet en quelque sorte oncologique, il faut beaucoup de recul pour ça. Mais certes, quand on réduit le taux, là, quand on élimine les goudrons, ça veut dire que forcément, on n'a plus le lien de causalité avec tout ce qui est cancer et effet aussi effet cancérigène, mais aussi l'effet sur le cardiovasculaire, sur le cœur et sur l'artère. Sur l'asthme, c'est pareil. Sur l'asthme, c'est pareil, ça n'améliore pas. C'est les gens qui vapotent, c'est identique à des gens qui fument. Parce qu'il y a encore les particules, parce qu'il y a de la bouffée, la fumée, et aussi parce qu'on ne contrôle pas ce qu'il y a dans ces produits. C'est vraiment le grand discours. On ne contrôle pas ce qu'il y a dans cette cigarette électronique et on n'a pas beaucoup de recul. Donc franchement, ça peut être un support dans les consultations pour arrêter. Ça peut être un support au début, mais vraiment, c'est encore controversé. Chez l'asthmatique, ça ne change rien. Donc, ça c'est des chiffres juste pour parler du tabac. Alors, l'autre comorbidité, il y a l'obésité. L'obésité est un vrai problème chez l'asthmatique. Comme je vous le dis, c'est un phénotype à part dans le traitement. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une prévalence qui est élevée, qui est rapportée chez les obèses. Et l'asthme peut favoriser le gain de poids, de par le traitement, les corticoïdes, mais aussi la limitation d'activité. Mais aussi parce que c'est une pathologie chronique et souvent psychologiquement affectante avec une compensation sur la nourriture. Donc l'asthme a aussi un facteur qui va favoriser l'obésité. Mais il y a des études qui ont démontré que l'obésité joue un rôle dans le développement de l'asthme. C'est-à-dire qu'il y a plus d'asthme chez les obèses que chez les non-obèses. On n'a pas encore démontré, c'est-à-dire le mécanisme par lequel l'obésité va favoriser l'asthme, mais les études, peut-être ça va être prouvé dans le futur, mais les études, quand on prend les études, quand on fait les méta-analyses et tout, on trouve qu'il y a plus d'asthmatiques chez les obèses que chez les non-obèses, surtout chez la femme. Par contre, le fait que l'asthme entraîne une obésité, ça c'est réel. Ça c'est l'effet de la corticothérapie, ça c'est l'effet de la limitation d'activité. Moi je vous l'ai dit, dès le jeune âge, l'enfant ne bouge plus parce qu'il est asthmatique, ce qui est vraiment au contraire. Il faut que l'enfant asthmatique fasse, tout est toléré, tous les sports, sauf, bien sûr, extrême. L'escalade ou l'alpinisme, ou l'apnée, la plongée en apnée. Mais tout le reste est conseillé. Au contraire, ça améliore la fonction respiratoire, ça améliore la musculature thoracique qui va l'aider, ça améliore aussi sa prise en charge de sa pathologie. Il n'est pas confiné, mais il n'est pas stigmatisé. Psychologiquement, c'est quelque chose qui apporte un plus. Donc, si vous avez des parents qui vous demandent « Est-ce que mon enfant peut faire de la natation ?» Oui. Oui. Est-ce qu'il fait du foot? Oui. Il y a l'asthme de l'effort. Souvent, chez des enfants radigés, il va faire une crise d'asthme lorsqu'il fait de l'activité. Ça, c'est l'asthme de l'effort qui a des mécanismes qui est très facile à traiter. Ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est que quand on diagnostique chez l'enfant qu'il fait de l'asthme de l'effort, on va lui donner une corticothérapie inhalée faible dose, 3 ou 6 mois, ou il fait même par exemple sport dialogue qui a de la ventoline 15 minutes avant, qui a de bouffées, fait qui s'élit, qui a de bouffées. Il y a des ordonnances qui viennent comme ça. Mais par contre, tous les sports
sont autorisés. Il faut encourager l'asthmatique, ou le sport. Quand on revient à l'obésité, parmi les raisons, c'est que oui, l'asthmatique a une limitation d'activité. Donc, la mauvaise maîtrise de l'asthme, justement, chez l'obèse, comme c'est un phénotype à part, parce que le traitement de l'asthme, de part les posologies. Vous savez très bien que les posologies sont un peu linéaires au poids. Surtout pour les corticothérapies orales, les corticothérapies inhalées, les traitements qu'on a, les microgrammes, sont donnés par rapport à des poids moyens. Alors quand on est dans des cas d'obésité, l'obésité, c'est on parle de 80, de 100 kg, 120, ça devient difficile. D'abord, reste la corticothérapie, 1 mg kilo, la corticothérapie orale. Et voilà qu'elle fait 100, j'en ai parce que à partir d'un certain niveau, cette liaison n'est pas, ce 1 mg kilo n'est plus linéaire. On doit arrêter. À 100 kg, on arrête. Donc après, je n'ai 1 mg kilo. En plus, c'est-à-dire que l'obésité elle-même, ce n'est pas les kilos qui sont liés à la pharmacocinétique. Donc, c'est une difficulté. Un asthmatique qui n'est pas contrôlé et qui a une exacerbation, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est vraiment la panique en quelque sorte. Rédiger les urgences, c'est un malade qui est très difficilement piquable, qui gérer les infirmiers de la réanimation, ça est, déjà chez un obèse, ça est, l'accès. Quand il est en exacerbation, en quelque sorte en hypoxie, les veines sont encore plus plates, très difficile à prendre en charge, très difficile à contrôler. C'est pour ça que deux rôles dans la prise en charge de l'asthme de l'obèse. Un, il faut vraiment qu'il prenne son traitement. Le non-obèse, parce qu'il vaut mieux qu'il soit contrôlé et qu'il le reste. Deux, il faut qu'il fasse un grand effort sur le poids. Il faut que ça s'inscrive dans le chronique. Ce n'est pas une baguette. Ça n'arrive pas, c'est pas magique, c'est difficile. Lui-même, la personne a envie de perdre du poids, mais elle est découragée parce que à chaque fois, c'est en grammes. C'est des grammes qui sont perdus, ce n'est pas des kilos, ce n'est pas les 10 kilos, les 20. Être en support, dire que toute perte de poids, le traitement, la prise en charge, ça améliore. 10% de perte de poids améliore énormément le niveau de contrôle de l'asthme. Mais surtout, quand il y en a qui sont en surpoids, il faut faire attention. C'est le point le plus important de la sensibilisation. Le patient, ou là en surpoids, c'est que c'est du surpoids, il faut faire attention. Parce que c'est sûr, surtout chez nous, où la corticothérapie orale est utilisée de façon abusive, dès qu'il y a une exacerbation, ça soulage. Et c'est normal que c'est la première chose que le malade va penser prendre. Et ça le soulage. Mais elle est abusive, donc c'est vraiment un facteur de risque pour la prise de poids, sensibiliser par rapport à ça. C'est capital. L'obèse asthmatique est un vrai facteur de risque et vraiment, pour avoir fait aussi bien les urgences et tout, c'est des patients qu'on perd très souvent. Parce que c'est très difficile par la suite de les prendre en charge, surtout quand ils sont exacerbés. C'est multifactoriel. Donc on conseille le sport, la prise en charge du traitement, mais surtout on sensibilise, attention, il faut faire de la marche, faire du sport, il ne faut pas du tout être dans la prise de poids. Il y a aussi... Hyposalé, non. Ça c'est juste la rétention d'eau, ce n'est pas la vraie obésité. Ils prennent la corticothérapie normalement, corticothérapie orale, courte durée, ça va dépasser 5 jours. Ils n'ont pas besoin de prendre un régime hyposalé. Mais la corticothérapie, elle a d'autres mécanismes qui rentrent dans le cadre de la glycogénèse et tout, même pas la rétention d'eau, qui fait qu'elle favorise l'obésité. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Par rapport au régime, conseillez plutôt les régimes hypoglycémiques, c'est-à-dire réduire le sucre. C'est efficace. Et quand on dit réduire le sucre, ماشي السكر في القهوة والحليب هو الأول حيت كنشربوه بزاف. يعني خصهم يبداو يحيدوه.
Mais deuxièmement, le pain, les féculents, les pâtes, et c'est... pardon? Les farineux. Et c'est spectaculaire, c'est-à-dire c'est un effet qui est sur place. Le sucre. Le sucre, c'est quelque chose qu'on va conseiller à ce patient obèse. Comme on dit, le blanc, les ketchoufés, le pain, si on doit le manger, il est le moins riche en sucre. Tout ce qui est raffiné, il faut l'enlever. Tout ce qui est raffiné parce que c'est ce qui favorise la prise de poids. Tout ce qui est raffiné. Par contre, manger beaucoup de légumes, طيب أو لا même c'est pas grave إذا كان فيه يعني خير من طيب حتى بشوية زيت ولا ولكن لا لعبت على السكر beaucoup de kilos vont être perdus. Et on a dit l'activité, il ne faut pas qu'elle se limite. Et aussi, oui, voilà ce que je voulais dire. Il y a des familles d'obèses qui connaissent معروفين. Donc si dans la famille, il y a un enfant qui va faire de l'asthme, ou il faut qu'il soit très vigilant, il faut qu'il soit vraiment qu'il cherche un médecin. Il va, parce que le comble chez nous, c'est que souvent notre médecin, le spécialiste va se limiter à son organe et ne va pas penser au reste. C'est le cadre de la pathologie qui a vraiment avancé. Donc sensibiliser les familles d'obèses par rapport à ça quand ils ont un enfant qui est asthmatique. Je crois que j'en arrive à la fin de mon exposé. Donc là, c'est des études là aussi qui ont démontré l'impact de l'obésité sur le contrôle. Et là, c'est la courbe des patients qui ont un index de masse corporelle inférieur à 25 ou supérieur à 25. Et on voit très bien comment un asthmatique avec un BMI inférieur à 25 est mieux contrôlé que quand il a un BMI supérieur à 25, pour dire que ce sont justement des comorbidités. Les mecs qui banouchent le patient, quand on fait des symptômes respiratoires, vous l'avez vu, si on revient à la rhinite allergique, souvent il va négocier, il ne va pas prendre son traitement. Or, le traitement de la rhinite allergique, c'est ce qui va améliorer sa prise en charge de l'asthme. Le tabac-khlas, c'est un long discours, mais c'est un parcours de guerrier. Il faut vraiment sensibiliser ces patients, surtout l'asthmatique, là c'est grave, et l'obésité aussi. Être en support, conseiller les diététiciens et surtout sensibiliser sur quel que soit le degré minime de perte de kilos. Alors, c'est très important. Il faut continuer, ne pas limiter d'activité. Les enfants, les adolescents asthmatiques, conseiller le sport, favoriser le sport. Et tous ces facteurs, on l'a vu, ce sont des facteurs aggravants qui vont vraiment détériorer le contrôle de l'asthme, quel que soit le traitement que prend ce patient. Oui. Le contrôle, malheureusement, c'est-à-dire qui va agir dessus, ce n'est pas nous. C'est l'État, exactement. Et donc, les parlementaires disent c'est l'État. Effectivement, vous avez raison, surtout dans les villes à forte teneur de pollution, ils n'en parlent pas. Maradi Chikoun, un seuil de pollution atmosphérique, on n'en parle pas. Et souvent, c'est un facteur, effectivement, c'est un facteur. Mais là, on va se concentrer sur ce que peut contrôler le patient, ce que le patient peut faire pour lui. Et vous avez raison. Quand je parle du tabac et que je dis les effets néfastes et tout, كتشوف غير الكارون وانا هي كنخرج طوبيسات هذا وي مي سا ما عندكش لا مان عليه حيد بعدا اللي عندك عليه لا مان هذه الاولى ما ندوش حنا حاجه فوق حاجه qu'on agisse sur les choses sur lesquelles qu'on contrôle et sur lesquelles on peut agir. Si on peut sensibiliser en mettant tous ces films dans les associations de médecins qui sont dans la rue pour que les gens prennent conscience. Oui, on peut sensibiliser, ça peut être une alternative, mais dans nos pays, ça reste. Je dirais dans nos pays, et même dans des milieux intellectuels, même médicalisés. ملي كتشوف ان انفيرونمون كتشوف بحال دابا انفيرمي حاط لا بافيت وكيتسارى هذا كتقول واش هو اللي مريض ولا il a peur d'être contaminé. Ça stigmatise. C'est-à-dire on n'est pas encore au niveau des pays asiatiques où ils vont, quand il a une grippe, il va se protéger ويخرج عادي. كتشوفوا في les aéroports
parce qu'il ne veut pas contaminer. Ou là, justement, quand il est par exemple asthmatique, effectivement, ou il a une sensibilité et qu'il se protège, je pense que notre niveau de culture parce que au contraire, le patient va avoir tendance à être stigmatisé plus qu'il n'en faut. Voilà, je crois que j'ai fini. Donc l'évaluation du contrôle est un point clé. يعني اول حاجه غتبدا فيها مع المريض اللي غادي يجي كتعرفوا فيه الدقه سي كو الدقه ديالو اللي غادي نرجعوا سي ان تريتمون كرونيك سي بور لا في et que l'objectif de son traitement ماشي هو انه c'est qu'il soit contrôlé et qu'il puisse vivre normalement comme tout le monde. Merci.